Nous sommes ce week-end sur le circuit de Nogaro pour le Classic Festival avec une légende du sport automobile, Monsieur Jackie X. Bonjour Jackie X. Bonjour à vous tous. Une très grande fierté de vous rencontrer et de vous interviewer au micro de videx.com. Vous êtes invité d'honneur du Nogaro Classic Festival, une découverte pour vous, le circuit de Nogaro? Non, pas vraiment, parce que si je remonte dans la nuit des temps, je suis déjà venu à Nogaro, mais je ne peux pas dire dans quelles circonstances, et en tous les cas, je n'y ai pas roulé. Or, on m'a expliqué aussi que Nogaro avait beaucoup évolué au cours de ces 60 dernières années pour arriver à cette version que nous connaissons aujourd'hui, qui est particulièrement attrayante et qui est, je dirais, un temple pour les passionnés automobiles. Vous avez pris le volant de la Ford GT40, qui a participé au 24 heures du Mans de 1969. Quelles sont vos impressions? Ben, écoutez, c'est merveilleux. C'est une voiture de légende, c'est une voiture iconique, c'est une voiture aussi qui a gagné 2 fois les 24 heures. Et je dois reconnaître que participer à faire quelques tours ici sur ce circuit, même si ce n'est pas une voiture de celle que j'ai conduite, ça n'a pas d'importance, c'est le même modèle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on retrouve des sensations, des envies, des odeurs et surtout des sonorités, parce que le bruit de ces moteurs V8 de grosse cylindrée, 5 litres, ça fait un bruit phénoménal. Et je dois dire que c'était un bonheur de pouvoir rouler là-dedans. D'ailleurs, ça s'appelle Classic Days. C'est-à-dire que des pilotes classiques ont l'occasion de rouler dans des voitures très classiques. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même ajouter que ces Classic Days, que ce soit à Nogaro, que ce soit à Magny-Cours ou ailleurs, c'est quelque chose qui séduit le public parce que dans le fond, ce sont des moments uniques où tous les passionnés de sport automobile, pilotes, supporters, collectionneurs peuvent se retrouver et partager les mêmes envies, les mêmes choses, les mêmes goûts pour ces choses-là. Autrement dit, c'est une occasion très humaine de se retrouver et dans ces événements, il y a une âme. Et il y a un homme derrière ça qui s'appelle Benoît Abdelatif, qui a tout compris sur la manière de faire des événements et de recevoir ses amis et son public comme des invités. L'événement met en particulièrement en lumière les véhicules historiques. Vous aimez cet esprit un peu nostalgique? Mais j'y ai répondu, oui, il y a la nostalgie du temps passé, oui, il y a ce sentiment que l'automobile a donné aux hommes une liberté extraordinaire de mobilité, de partir où on veut, quand on veut, comme on veut. Et oui, il y a des voitures évidemment très anciennes, des voitures qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans d'âge, mais elles sont toujours émotionnelles pour leurs propriétaires. C'est un vrai goal et l'automobile a été un vrai changement dans notre société depuis qu'elle a existé, c'est-à-dire avant 1900, et ça n'a jamais arrêté depuis. Oui, c'est l'occasion de voir des choses particulièrement intéressantes. Et parmi toutes ces voitures qu'on a exposées, vous avez un coup de cœur principalement? Ben, j'ai beaucoup de coups de cœur pour toutes ces voitures dont elles ont la chance d'avoir survécu à des époques parce que la plus grande partie ont été détruites en cours de route. Et puis il y a eu des passionnés qui ont restauré, reconstruit, qui ont trouvé les moteurs qui n'existaient plus, qu'ils ont cherché à gauche, à droite. Oui, il y a... Quand je dis qu'il y a une âme, ce n'est pas du tout un mot gratuit, c'est quelque chose de réel. Oui, j'ai aimé beaucoup de voitures ici. Et j'ai une pensée particulière, par exemple, à une voiture que moi, personnellement, je possède et avec laquelle j'ai beaucoup roulé quand j'avais 18 ans et que j'étais jeune, mais je n'ai pas couru, qui s'appelle une Austin Healey Frog. C'est une petite voiture, c'est un petit coupé décapotable, particulièrement sympathique. Et ici, il faut reconnaître que vous avez le choix.
Vous devez apprécier le plateau de Formule 1 et Proto sur le Classic Festival. Il y a de très belles voitures ici aussi. Il y a des Jaguar Type D, il y a des Ford GT40, il y a des Ferrari, il y a absolument tout qui appartiennent à des collectionneurs. Et en venant ici, eh bien, oui, il y a des voitures rares, mais surtout, ils ont le mérite de les amener et de les faire partager à des gens qui sont des admirateurs du bruit, du son, des belles machines. Ils peuvent les côtoyer, ils peuvent les toucher, ils peuvent rencontrer les propriétaires, ils peuvent parler d'événements passés qu'ils ont vécus, de courses automobiles qu'ils ont vécues, auxquelles ils ont vu ces voitures. Oui, c'est une magnifique réunion. Un petit rappel sur votre extraordinaire carrière de pilote. Vous êtes souvent surnommé Monsieur Le Mans, en raison de vos 6 victoires au 24 heures du Mans. Vous aimez cette appellation? Ben, c'est-à-dire qu'elle est, elle est magnifique, oui. C'est une appellation que je ne refuse certainement pas, mais c'est vrai aussi que ma vie automobile est très longue et elle est dans des sujets aussi très différents. Parce que ce qui caractérise notre époque, c'est-à-dire des gens qui ont couru à la fin des années 60 jusqu'aux années 90, 30, moi particulièrement, j'ai fait 30 ans de sport, je pense. Ce qui caractérise cette époque, c'est avoir fait plein de choses. C'est-à-dire conduire de la Formule de la F1, de la F2, des voitures de tourisme, de l'endurance, des Paris-Dakar, de la Can-Am. C'est une époque où nous étions libres, quelque part des professionnels mais aussi des mercenaires, où, dans la mesure où ce n'était pas contradictoire à une catégorie, on pouvait rouler dans plein de voitures. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, je peux dire, j'ai roulé pour Ferrari en 68, mais aussi pour la Ford Motor Company en endurance la même année. Ce n'était pas incompatible. Ou j'ai roulé pour Ferrari dans les années 70 et je roulais en Formule 2 avec BMW. Et en parallèle, je faisais encore des courses de tourisme avec BMW. Donc, c'était une époque de très grande liberté. Vous êtes une véritable légende dans le monde, mais particulièrement au Mans. Vous avez un monument, une plaque de bronze avec vos empreintes. Ce type de symbole est important pour vous? Ben, ce sont des reconnaissances qui font plaisir, bien sûr, parce que en automobile, vous roulez, ok. Pour pouvoir rouler, il faut qu'il y ait des gens et des constructeurs qui fassent des voitures. Et je pense très sincèrement que les résultats sont directement liés à la qualité des individus qui préparent ces machines, des projets. Derrière chaque voiture de course, il y a un groupe d'humains, de mécanos, d'ingénieurs, chacun occupe sa place. Et quand ils vous préparent une voiture, il y a des voitures gagnantes, il y a des voitures qui ne le sont pas. Et j'ai toujours dit que gagner avec une très bonne voiture, c'est entre guillemets facile et c'est un privilège. Et donc, oui, c'est formidable d'être au Mans, c'est formidable d'être citoyen d'honneur, mais parallèlement à que ça, c'est très restrictif sur ma vie sportive, parce que j'ai fait plein d'autres choses et je pense que je suis peut-être plus connu à la fin sur le fait d'avoir gagné dans plein de disciplines très différentes où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens merveilleux. Des gens merveilleux. J'ai pris la lumière et les autres avaient fait les machines. Là-dedans, il y a une certaine injustice. En Formule 1, vous avez remporté 8 grands prix entre 68 et 72, ainsi que 3 courses hors championnat, dont 2 fois vice-champion du monde de F1 en 69 et 70. Sur toutes ces victoires, vos 3 plus belles selon vous? Vous avez remarqué peut-être qu'en automobile, personne ne parle des voitures avec lesquelles ils n'ont pas gagné, ce qui en dit long, franchement. Bien sûr, le goal ultime, c'est la victoire. Quand vous pouvez gagner des courses, fatalement, vous aimez beaucoup vos voitures. Indépendamment de ça,
J'ai été gâté particulièrement dans toutes les courses que vous avez évoquées, d'endurance, de Formule 1 et autres choses. Mais je pense que le pas le plus en avant que j'ai fait, c'est quand j'ai découvert l'Afrique, découvert le Paris-Dakar, découvert des gens qui ne vivent pas comme nous, des gens qui vivent dans des conditions précaires, qui sont incroyablement humains. Je dois reconnaître que ma vision des choses de la vie en particulier n'est pas restrictif seulement à une activité. Cette chance d'aller à la découverte d'un autre monde, elle a probablement été celle qui a eu le plus d'impact sur ma personnalité. Vous êtes double champion du monde d'endurance sur Porsche en 82 et 83, recordman du nombre de victoires dans les courses d'endurance, avec plus de 50 succès, dont 47 dans les manches du championnat du monde. Au-delà de votre talent, il est possible de dire que les moteurs étaient au top niveau? Il faut surtout dire que j'étais en présence de gens merveilleux qui ont rendu ça possible. Quand vous faites l'énoncé d'un palmarès comme vous le faites, vous existez à travers des gens que vous ne verrez jamais, que vous ne connaîtrez jamais, qui sont des passionnés, qui n'ont pas de limite dans le temps pour leur passion, qui exercent leur métier à 100%. Vous êtes le résultat de groupes d'individus dans notre société qui ont une passion et une envie du travail bien fait. Et je suis ce résultat-là. Si je devais mettre un pourcentage sur l'effet que je peux avoir sur un projet comme cela, 85% du job pour gagner des courses est déjà fait quand vous recevez la machine. Le pilote, il a la chance d'avoir un destin qui le met en présence d'une bonne machine. Et le reste, vous êtes la cerise sur le gâteau, quelquefois. En fait, vous terminez un projet et si vous pouvez gagner, vous avez gagné. Vous avez fait ce qu'on attendait de vous. Mais chapeau à tous ces hommes et toutes ces femmes qui rendent tout ça possible pour des pilotes. Et je devrais ajouter, il faut aussi des organisateurs, il faut aussi des marques qui ont envie de faire de la course. Il faut tellement de situations incroyables. Mais c'est vrai que si j'évoque Jacques Lafitte, avec qui j'ai partagé Lafitte aujourd'hui, oui, nous sommes des gens chanceux, ne fût-ce que parce que d'une époque difficile, en termes de risque, nous sommes toujours là. Votre victoire au Paris-Dakar en 83 est comme copilote Claude Brasseur, au volant d'une Mercedes 280 GE. Vous avez séduit un large public et en mal d'aventure. Vous avez des bons souvenirs de cette course? Et de l'homme Thierry Sabine, ça me permet d'évoquer Thierry Sabine, qui est l'organisateur du Paris-Dakar et qui est parti bien trop tôt, comme on le sait, dans un accident d'hélicoptère en 1986. Il y aurait aussi bien d'autres aventures derrière si le destin ne l'avait pas condamné. Mais ce qui était formidable, c'est que toujours une des phrases de Thierry Sabine, c'est de dire « c'est une course pour les amateurs dans laquelle les professionnels ont leur place ». Et c'est vrai. C'est vrai aussi que ceux qui avaient le privilège d'y aller étaient suivis par ceux que l'aventure faisait rêver. Si la Nationale 20, à l'époque de Paris à 7, était si occupée de gens passionnés, de milliers, de centaines de milliers de gens le long de la route, ça faisait rêver. L'homme a besoin de rêver et il a rêvé de partir. Et les transmissions de télévision ont permis de découvrir des pays qu'on n'aurait jamais vus avant, sauf peut-être par des spécialistes, mais aller en Algérie, aller au Niger, aller, à l'époque c'était la Haute-Volta, aller au Sénégal, et voir tous ces gens qui avaient des vies différentes, pouvoir faire de la course comme nous l'aimions sans limite, c'est-à-dire des étapes qui durent 700, 800 kilomètres sans voir âme qui vive,
ça fait rêver plein de monde et c'est comme ça que se crée la légende d'une épreuve. C'est celle de la découverte partagée avec d'autres gens. D'ailleurs, en 84 et 85, vous récidivez avec Porsche 911 et 959 entre la Mercedes et la Porsche. Lequel des deux modèles vous a donné plus de plaisir à piloter? Disons que il est bon de rappeler que les Porsche dans le Dakar, c'est un vrai challenge. C'est un challenge de constructeur. C'est vrai aussi que Porsche, sur 3 participations, on a gagné 2, avec un formidable pilote qui s'appelle René Medge. Étant quelque part le maître d'œuvre avec d'autres dans ce projet, j'ai connu aussi d'autres satisfactions, c'est-à-dire d'avoir créé avec des ingénieurs une voiture telle que je la pensais pour cette épreuve-là, et d'avoir joué le rôle de chef d'équipe quelque part, et certainement celui d'inspirateur à cela. C'est ce qui fait de cette 911 que vous mentionnez et de cette Porsche 959, ça en a fait des voitures iconiques parce que, oui, on pouvait à l'époque faire de la course dans le désert avec un véhicule quand même qui n'était pas prévu pour ça au départ, aller dans les dunes, dans les grandes dunes, traverser le Ténéré, tout ça. Donc, ce sont des souvenirs très extraordinaires. Pour revenir à la Formule 1, vous appréciez son évolution actuelle et le nouveau règlement qui va arriver en 2022 ? Oui, je suis au courant, mais je ne peux pas dire que je suis un expert. On parle beaucoup du règlement 2022, c'est vrai, mais très sincèrement, vous n'y verrez pas de grande différence au niveau des voitures elles-mêmes. Certes, il y a un petit peu moins de charge aérodynamique. Certes, les petites ailettes et les petites appendices de gauche et de droite, que ce soit sur le fond plat ou sur les ailerons, ne seront pas énormément visibles. Mais en tous les cas, c'est une stabilité de règlement qui semble importante. La vraie question dans la finale, c'est de savoir si dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sur les problèmes environnementaux, les courses seront encore envisagées dans une dizaine d'années ou dans 15 ans et 20 ans, ou en tous les cas, de quelle manière l'esprit sportif et la compétition sera traduite dans 15 années ou dans 20 ans. Mais aujourd'hui, ça reste le pinacle absolu pour les pilotes et pour certains constructeurs, pour montrer la capacité des hommes et des ingénieurs à réussir des projets comme ceux-là. Mais la vérité pour moi aujourd'hui, c'est des événements comme ceux-ci où une communauté de gens peut se retrouver et partager des émotions, des sensations, comme vous l'avez dit, sur des voitures, sur des gens, sur une âme qui a besoin d'un leader. Et quand vous avez ce leader, comme le Duke of Richmond, par exemple, ou comme Benoît Abdelatif, tous ces gens qui peuvent transmettre leurs émotions personnelles et les répercuter sur un événement qui, à mes yeux, est unique. La motorisation électrique arrive. Comment voyez-vous dans le sport automobile et dans la vie actuelle ? Ben dans la vie actuelle, on sait où on va, hein, on ne va pas revenir. Hein, on va vers l'électrique, il n'y a pas de discussion possible. Après juger de l'électrique, il faut demander à la génération actuelle comment elle trouve ça. Moi, évidemment, j'ai vécu une époque de moteur, de bruit, de fronbrissement, qui, pour moi, faisait partie des gammes et de la musique d'une course automobile, mais je ne suis pas le bon arbitre pour ça. Le bon arbitre, c'est le public. Si le public vient nombreux à des courses de voitures électriques ou de courses de voitures hybrides, tant mieux, puisque c'est quand même mon histoire. Pour revenir au Classic Day, au Classic Festival, on parle de rétrofit d'un événement comme ça, vous l'apprécierez ou pas? Les voitures électriques en ancienne? Ben, on n'y est pas encore, hein. Il n'y en a pas tellement, à part la Jamais Contente qui a dû être faite en 1908. Mais un jour, ce sera peut-être comme ça, peut-être. Je n'en sais rien. Heureusement, je ne pense pas à ça. On vous remercie, M. Jackie Hicks. Merci beaucoup.